Voici la tour de l'Ouest. Salutations, noble gens. Je m'attacherai à l'histoire des sires et des ducs de Bourbon, dont cette ville est le berceau. Et la tour de l'Est. Bien le bonjour. De mon côté, je m'intéresserai plus au site de la forteresse et de ses saintes chapelles. Quant à moi, la tour du centre, je commencerai par l'Antiquité, jusqu'au premier sire Archambault. Mais qu'est-ce que c'est? Vous m'oubliez? Oh, ce n'est rien, c'est la Kik. Ah oui, j'oubliais, la tour Kikangrun, c'est la tour sud de la forteresse. Vous ne la voyez pas, elle se situe à une centaine de mètres derrière nous. Du haut de mon horloge, je domine la ville. Vous pourrez venir me voir plus tard. Mais laissons la parole à la tour du centre, qui a beaucoup de choses à nous dire. Merci. Bon, parlons du département de l'Allier. Il se caractérise par différents types de régions. Des régions montagneuses au sud-ouest, des régions boisées et d'étangs à l'est, et de bocage au centre. Pendant l'Antiquité, 3 peuples vont se partager les lieux. Les Arvernes au sud, les Édouins au nord-est et les Bituriges au nord-ouest. Passons à la ville elle-même. Le nom qu'on lui donne, à cette époque, n'est pas connu avec certitude. En effet, le nom était vraisemblablement Borvo, le nom d'un dieu des sources gaulois. Borvo vient de Burbo, signifiant boue ou bourbe. Voyageons dans le temps et revenons en 52 avant Jésus-Christ. C'est le temps des conquêtes, les armées romaines envahissent la Gaule et franchissent l'Allier. Vercingétorix résistera, mais Jules César est le plus fort. L'Allier fait maintenant partie de l'Empire romain. Ces derniers, toujours enclins au luxe, découvriront bien vite les bienfaits des eaux de Borvo. Ils rebaptiseront la ville Aquae Borbonis. Désormais station thermale, la ville accueille les premiers afflux de curistes et la construction de voies romaines devient alors indispensable. Les villas poussent aux alentours et des aqueducs amènent l'eau bienfaisante directement dans les habitations. On suppose qu'il y a pu y avoir un camp retranché, une sorte de fort qui était peut-être situé à l'emplacement de la forteresse actuelle, ou au lieu dit César. L'Empire romain chute. Vers 457, pendant les invasions barbares, les Visigoths envahissent le futur Bourbonnais. Destruction, pillage sont les maîtres mots. Mais grâce à Clovis, ils sont chassés. La ville devient chef-lieu d'une des plus grandes vigueries franques du Berry. Une viguerie étant un ensemble de terres donné à une personne comparable à un petit seigneur. S'ensuit, fin 5e siècle, la christianisation de la région. 751. Pépin le Bref devient roi des Francs. Et 10 ans plus tard, lors d'une expédition contre Wef, duc d'Aquitaine en rébellion contre lui, il passe par Bourbon et incendie le castrum. Il s'agissait peut-être d'un fort en bois. En 800, Charlemagne est proclamé empereur à Rome. Et en 843, lors du traité de Verdun, la France est créée. Vers 915, pendant le règne de Charles III le Simple, Aymar, le nouveau dirigeant de Bourbon, donne la terre de Souvigny au monastère de Cluny. Et quelques années plus tard, son descendant, Aymon, rend la propriété qu'il avait usurpée à Souvigny et y ajoute des terres supplémentaires. Alors que Lothaire est le nouveau roi, l'abbaye nouvellement créée à Souvigny et le château de Bourbon constituent le centre d'un domaine de plus en plus puissant. Archambault apparaît pour la première fois dans un acte par lequel il confirme la donation de l'abbaye à Souvigny en 950. Archambault devient le premier seigneur de la ville et donnera donc son nom à la ville de Bourbon-l'Archambault. Voilà, j'espère avoir gardé votre attention tout au long de mon récit. Je vais maintenant laisser la parole à la tour de l'Ouest avec les seigneurs Archambault. Bien. Psst. Mais qu'y a-t-il? Vous m'oubliez pas? On ne t'oublie pas. Excusez la tour qui cangrogne, elle est encore jeune, avec ses 600 ans, comparée à nos... Oh, pardon, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on préfère ne pas en parler. Alors, j'attends la suite, moi. Oui, voilà. Dans le Bourbonnais, on ne se précipite pas. Donc, Archambault Ier donne son nom à la ville. Pendant le règne du Capet, en 989,
Archambault II renforce sa position grâce encore une fois à la forteresse et l'abbaye de Souvigny. Il se montrera un fidèle défenseur et agrandit ses terres vers le Berry, l'Auvergne, les comtés d'Autun et de Nevers. Archambault III continuera l'œuvre de son père. Archambault IV et Archambault V entretinrent des rapports conflictuels avec l'abbaye de Souvigny. La mort prématurée d'Archambault V laissa un problème de succession. Le fils de ce dernier, Archambault VI, encore enfant, vit son pouvoir usurpé par son oncle, Aimant II vers Vache. Le roi Louis VI le Gros, sentant que ses seigneurs pouvaient lui rendre des services dans cette région, concilia les deux parties en laissant le pouvoir à Aimon et en dédommageant Archambault VI. Le fils d'Aimon, Archambault VII, partit pour la seconde croisade aux côtés de Louis VII. C'est de cette expédition que naît son blason, d'or au lion de gueule, à l'orle de 8 coquilles azur. Pendant la troisième croisade, par Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, la petite fille d'Archambault VII, Mathilde, ou Mao, devint dame de Bourbon en 1171. Elle épousa en second mariage Guy de Dampierre. Ensemble, ils eurent 6 enfants, dont Archambault 8, dit le Grand. En 1216, cet Archambault VIII prêta le serment de garder fidèlement la terre d'Auvergne que Philippe Auguste lui confiait, tout en lui donnant plusieurs terres. Archambault VIII meurt au service du roi en 1242. Son fils Archambault IX part également en croisade en 1248 et meurt l'année suivante à Chypre. En 1276, le plus jeune fils de Saint-Louis, Robert de Clermont en Beauvaisis, épouse Béatrix de Bourbon. Ce mariage apporte à la maison de Bourbon le prestige de l'appartenance à la famille royale et augmente ses possessions et sa puissance territoriale. Leur fils, Louis Ier, devint donc le premier prince des fleurs de lys de la maison de Bourbon. Celui-ci arbore l'écusson de France, au bâton de gueule péri en bande, brochant le tout. En 1327, Charles IV transforme en duché de Péry la seigneurie de Bourbon. Louis Ier devient alors duc et père de France et participe avec les autres pairs de France au couronnement du roi. C'est le duc Louis Ier de Bourbon qui rebâtira le château et qui y fonda une première Sainte-Chapelle. À partir de ce dernier, les ducs installent leur cour à Moulins, qui deviendra plus tard la capitale du duché. Suite à la guerre de Cent Ans, le bon duc Louis II fit réparer et reconstruire le château de Bourbon et de nombreuses autres forteresses. À partir de Jean Ier, le fils de Louis II, les ducs de Bourbon auront souvent des problèmes avec la royauté. Jean II de Bourbon fit bâtir une deuxième Sainte-Chapelle dans le château de Bourbon-l'Archambault. Jean II et Pierre II, qui lui succèdent, eurent une grande influence sur la reconstruction économique du duché. Enfin, le dernier duc est Charles III, connétable de Bourbon, qui se rallia à Charles Quint lors du conflit entre celui-ci et François Ier. Après la fuite du connétable à Rome, le roi réunit le duché à la couronne puis en fit don à sa mère. Suite à cela, le château sera pratiquement abandonné. Seuls quelques moines subsistent à la fin du XVIIe siècle. Puis arrive la Révolution. Les moines sont chassés de la Sainte-Chapelle. La forteresse tombe alors peu à peu en ruine. Alors que l'Empire napoléonien s'agrandit, la ville change de nom vers 1792 pour devenir Burges-les-Bains. En 1793, les cloches de la ville sont démontées et fondues pour faire des canons. Les archives du château sont brûlées et les deux Saintes-Chapelles détruites.